Alors, bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au premier Fleet Management webinaire organisé par Link2Fleet. Je m'appelle Marc Demoulin, je suis responsable de l'ensemble de la partie éditoriale pour Link2Fleet et je vous remercie de nous avoir fait confiance pour vous informer. Alors, avant de démarrer la session, j'aimerais vraiment avoir une pensée sincère pour tous ceux qui, suite à ce virus, souffrent sur le plan médical, sur le plan humanitaire ou sur le plan économique. Alors, peut-être que vous faites partie de ceux-là. Et je voudrais également tirer un grand coup de chapeau à l'ensemble du personnel soignant qui se mobilise sans compter dans l'intérêt de tous. Alors, l'objectif de ce webinaire est de partager des best practices et de comprendre comment certaines sociétés se sont organisées afin de continuer à assurer la mobilité de leurs collaborateurs dans ce contexte de lockdown. Avec l'aide de nos experts, nous allons essayer de mieux cerner les impacts que peut avoir cette crise Covid-19 sur la flotte des véhicules, mais également sur le TCO. Nous expliquerons également les premiers bons réflexes à adopter. Enfin, nous essayerons de voir si certaines pratiques qui se généralisent durant la crise, je pense notamment au télétravail, peuvent constituer une alternative durable une fois que la crise sera terminée. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les 3 experts qui ont accepté de partager leur expérience et leur expertise avec nous ce matin. Avant de les présenter, je voulais également remercier Smart Profile qui a accepté d'être partenaire de notre session ce matin. Voilà, j'en reviens aux 3 experts, je vais vous les présenter tout de suite. Alors tout d'abord, Frédéric Pérou. Frédéric est éco-conseiller et mobility manager à la RTBF et je vais peut-être laisser le soin à Frédéric de se présenter en quelques secondes. Oui, merci Marc, mais tout d'abord, évidemment, je te rejoins dans les remerciements qu'on envoie à l'ensemble du personnel soignant dans ces moments difficiles. Et alors, mais aujourd'hui, je vais un peu vous montrer les impacts que cette crise a eu dans la gestion de notre flotte, puisque nous avons dû continuer à avoir une flotte active, puisque les médias devaient rester opérationnels pendant cette crise. Merci Frédéric. Alors, le second invité est Stéphane Wilmar. Stéphane est partenaire au cabinet juridique Coan et va nous donner un encadrement un peu plus juridique par rapport à tout ce qui concerne cette crise Covid-19. Voilà Stéphane, je te propose de te présenter. Merci beaucoup Marc, bonjour à tous. Je m'associe aux vœux qui viennent d'être formulés, je ne vais pas les répéter. Je m'appelle Stéphane Wilmar, je suis avocat et l'un des membres fondateurs du cabinet Coan, qui a un bureau à Bruxelles et un bureau à Paris. Je suis actif très spécialement dans le droit commercial et le droit de la distribution et surtout dans le secteur automobile. Merci Stéphane. Alors le dernier intervenant ce midi sera Daniel De Brouwer, une figure assez connue pour ceux qui suivent Link2Fleet. Donc Daniel De Brouwer, fondateur de la société Eurofleet Consult, qui lui va plutôt se baser et nous donner un éclairage par rapport aux aspects TCO. Oui, donc bonjour à tous, je me présente, donc Daniel De Brouwer. Avec grand plaisir qu'on va échanger sur les conséquences budgétaires, surtout sur les contrats leasing et le TCO. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole puisqu'on a beaucoup de choses à faire dans ces prochaines minutes. Parfait, merci Daniel. Alors, quelques petits détails pratiques pour la bonne marche de ce webinaire. La première chose, votre micro sera automatiquement placé sur mute, donc ça va éviter tout son et tout bruit, tout écho et toute perturbation sonore. Deuxième chose, après chaque présentation, nous entamerons une partie interactive de 5 minutes avec chaque speaker. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fonction « Question » qui se trouve sur la droite de votre écran et vous aurez l'occasion là-bas de poser votre question à l'interlocuteur qui vient de terminer sa présentation. Alors, les questions ne se posent pas par voie écrite, par voie orale, uniquement par voie du bouton de la fonction « Question ». Alors, vous verrez également un bouton chat. Ce bouton chat vous permet de donner une information technique. Par exemple, si vous n'avez pas de son ou si l'image n'est pas claire, c'est via le bouton chat que vous pouvez nous faire parvenir l'information. Alors, autre catégorie importante dans la partie de droite, c'est la partie sondage. Au niveau du sondage, là, vous allez pouvoir, notamment pendant la première intervention,
il y a quelques questions qui vont apparaître et qui vont nous permettre de dégager quelques tendances par rapport à votre flotte et votre profil et peut-être les impacts que la crise a eu sur votre flotte et sur la mobilité de votre société. Alors, si pour une raison ou une autre, vous étiez déconnecté, pas de souci, ne paniquez pas, il faut simplement reprendre le lien qui vous a été envoyé et vous pouvez vous reconnecter très, très facilement. Alors, je vais également vous signaler que la session est enregistrée du début à la fin et elle vous sera envoyée dès que ce webinaire sera terminé. Alors, je rappelle aux intervenants, aux speakers, de ne pas oublier de placer le microphone sur mute et de couper la caméra avant en tout cas à la fin de votre présentation. Voilà, je pense en avoir assez dit et je laisse directement la place à Frédéric Pérou de la RTBF pour la première intervention de ce midi. Voilà Frédéric, le micro et l'écran est à toi. Ouais, merci. Voilà, je vais partager mon écran. La présentation. Voilà, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Absolument, c'est en ordre. C'est en ordre? Ok, parfait. Ça va, merci. Voilà, mais alors donc, je vais vous parler, comme je l'ai dit plus tôt, de tout l'aspect mobilité à la RTBF. Et ce que vous voyez ici comme premier slide, eh bien, c'était le leaflet qu'on s'apprêtait à distribuer pour expliquer à nos collaborateurs le nouveau système de gestion dynamique des parkings qu'on allait mettre en place suite au début du chantier de construction de notre nouveau bâtiment à Reyers. Alors, vous pensez bien évidemment que toutes ces dates maintenant ont été modifiées également pour tous les projets immobiliers. Donc, je sais que vous allez disposer des présentations par après. Si vous avez des connaissances à la RTBF, je vous demanderai de ne pas partager cela parce qu'ils n'ont pas encore vu ce nouveau système. Mais en fait, le but que nous aurons, ce sera, je vais juste pouvoir changer le slide. Un instant. Voilà. Donc, en fait, c'est simplement, vous voyez sur notre site, la zone de travaux, c'est l'implantation de notre nouveau bâtiment qui est situé sur notre parking actuel. Et donc, nous avons loué des parkings aux alentours et nous allons introduire un système de gestion dynamique dématérialisé où les gens devront réserver et accéder au parking via leur smartphone. Ensuite, maintenant, je vais donc vous donner quelle était la gestion de notre flotte avant cette crise. Donc, on a très peu de véhicules, ce qu'on appelle des véhicules ATM, donc des véhicules de fonction, donc environ 100 véhicules, ce qui représente 5% du personnel, donc c'est assez faible, et ils sont principalement tous basés à Reyers, très peu sur nos sites wallons. Et dans ces véhicules-là, on a tout type de motorisation. Donc, on a, comme vous voyez, diesel, essence, il y a juste du CNG et de l'hydrogène qu'on n'a pas. On a des bornes de recharge électrique qui sont installées sur tous nos sites bruxellois et wallons. Et par contre, on n'a pas installé de bornes de recharge électrique au sein du domicile des travailleurs, mais on travaille avec des câbles connectés puisqu'on a une majorité de véhicules plug-in hybrides par rapport à des véhicules électriques. Dans notre flotte de véhicules partagés, on a environ un peu moins de 100 véhicules qui sont répartis là sur tous nos sites, également en Wallonie pour les déplacements des journalistes et la réalisation des différentes émissions. Et donc là aussi, on a tout type de motorisation, si ce n'est une petite différence. On n'a pas de plug-in hybride parce que c'est un peu plus difficile à gérer avec des véhicules partagés. Par contre, là, on a des véhicules CNG. Nous avons installé des pompes CNG slow fill sur quelques-uns de nos sites wallons, puisque dans notre politique de réservation, ces véhicules doivent revenir sur site. Eh bien, nous avons le temps pendant la nuit de charger ces véhicules. Et donc, au niveau économique, c'est évidemment très intéressant pour nous. Ensuite, on a tous des véhicules de production qu'on appelle des véhicules équipés. Donc, ça, c'est tout à fait spécifique. Ce sont tous les cars régie, les antennes satellites. Donc là, on dispose d'un centre logistique qui est situé à Ring, proche de Namur. Et alors, quelques véhicules, mais très peu à Reyers, qui sont évidemment des véhicules qui sont à l'achat, qui ne sont pas en location, puisque
Après, il faudra les équiper nous-mêmes avec un matériel dont la valeur est supérieure à la valeur du véhicule. Donc, ce sont des véhicules qu'on garde plus longtemps. Donc là, on a principalement, exclusivement des motorisations diesel, ce qui va poser souci d'ici 2 à 3 ans avec toutes les zones de basse émission, puisque ces véhicules ne seront plus autorisés et les dérogations seront dépassées. Donc là, on est occupé déjà à réfléchir comment on pourra remplacer ça. Ensuite, on a des vélos électriques sur tous nos sites qui sont disponibles sur réservation pour réaliser les déplacements professionnels. Et sur quasi tous nos sites, on a des douches et des vestiaires qui sont associés à ces vélos électriques, ainsi que des locaux vélos pour stocker les vélos. Et à Reyers, on a la petite spécificité en plus de disposer d'un vélo cargo pour les caméramans éventuellement qui veulent l'utiliser. Donc, avant le confinement, au niveau des véhicules ATN, on avait une situation assez classique avec l'immense chance qui se fait que dans la morphologie de notre flotte, on avait peu de remplacements prévus en 2020, mais par contre, beaucoup dans les années 2021-2022, où on va certainement remplacer plus de 50% de notre flotte. Donc, je vais dire, c'était le bienvenu qu'on n'avait pas trop de mouvements prévus en 2020. Alors, les véhicules partagés, comme j'ai dit, sont présents sur tous les sites selon un système de réservation avec une boîte à clés. Donc, les gens réservent, reçoivent un code et peuvent aller accéder à la clé qui va permettre de démarrer le véhicule. Ça permet aussi aux collaborateurs de ne pas devoir utiliser leur voiture pour les déplacements domicile-lieu de travail, puisque s'ils ont besoin de faire un déplacement professionnel, eh bien, ils ont à leur disposition des vélos ou des véhicules partagés. Les véhicules équipés sont utilisés au gré de l'actualité pour la couverture des événements sportifs et culturels dans toute la Belgique ou pour certaines émissions spécifiques avec public quand ça se passe à Reyers ou dans notre site de Liège à Médiarive. Ensuite, les vélos électriques, je vais dire qu'ils sont utilisés par un nombre restreint d'ambassadeurs. Donc, ils sont utilisés, mais toujours par les mêmes personnes. Donc, ce n'est pas encore vraiment aussi universel que les voitures partagées. Et alors, le vélo cargo est encore utilisé par un nombre plus restreint, je vais dire, de personnes ambassadrices, puisqu'il faut tout de même être habitué à ce genre d'engin. Alors, le travail à distance, eh bien, avant la période de crise, on commençait avec le travail à distance à la RTBF. Il faut savoir qu'on travaille énormément sur la préparation déménagement dans un nouveau bâtiment avec des nouveaux espaces de travail, des nouvelles méthodes de travail. Donc, il y a tout un programme qui existe. Et donc, dans ce programme, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante, évidemment, pour la construction du bâtiment. Il y a une composante spécifique qui s'appelle environnement de travail et vie dans l'entreprise, justement pour l'appropriation de tous les nouveaux espaces. Il y a également un groupe de travail pour tout ce qui est environnement de travail, médias et contenu, c'est-à-dire pour toutes les nouvelles technologies. Donc, on ne va pas déménager les studios existants dans notre nouveau bâtiment, mais on va mettre toute une nouvelle technologie. Et ensuite, à côté de, je vais dire, ces groupes de travail liés au bâtiment, on a deux groupes de travail qui sont le travail à distance et la mobilité, qui sont deux choses qui vont fortement changer. Et donc, on travaillait déjà sur le travail à distance depuis environ un an et demi. Et donc, il était opérationnel depuis un peu plus de 6 mois, on va dire 10 mois, avec un maximum d'une journée de travail à distance. On avait un protocole d'accord qui allait jusqu'à 2 jours maximum et une convention jusqu'à une journée de travail à distance. Donc, heureusement, je veux dire, toute la mécanique et toute la communication avait démarré avant la crise du Covid-19. Alors, pour la gestion des parkings, bien pour préparer, je vais dire, tout le nouveau système de mobilité, on a commencé déjà il y a 18 mois à supprimer toutes les places nominatives et à introduire un système de réservation de son emplacement de parking, c'est-à-dire qu'il fallait réserver tout simplement parce on a déjà débuté les travaux de démolition d'une partie de nos bâtiments actuels sur lequel l'emprunt de notre nouveau vient. Et donc, on avait des entrées, sorties différentes des parkings et pour éviter que les gens ne tournent autour du site de Reyers qui est fortement congestionné, les gens pouvaient réserver dans une certaine zone et aller directement dans cette zone-là. Mais par contre, la réservation n'était pas encore liée avec le contrôle d'accès, ce qui était l'étape suivante qu'on va maintenant introduire dans un futur relativement proche. On ne sait pas encore exactement quand. Alors, les adaptations pendant le confinement, mais je veux dire que pour les véhicules ATN, il y en a peu et en plus, il y a eu peu d'adaptations, si ce n'est qu'on remarque bien entendu qu'il y a beaucoup moins de kilomètres parcourus et que ça va se faire ressentir. Nous, on travaille avec un marché public et avec des matrices.
Donc, on aura certainement moins de frais de carburant. Et puis, alors, certainement qu'au moment du terme du contrat de leasing au niveau temps, eh bien, on aura moins de kilomètres parcourus. Par contre, les renouvellements, en tout cas les demandes d'offres des concessionnaires et les offres de prix des sociétés de leasing, on fait chaque fois pour chaque commande, on interroge 3 leasers qu'on évalue suivant les critères de notre marché public. Donc, toutes ces opérations-là continuent à se faire, je veux dire exactement comme avant, on reçoit le même service, je vais dire des concessionnaires ainsi que des sociétés de leasing. On travaille également sur 2 marchés publics en lien avec la flotte aujourd'hui, qui sont, on va bientôt lancer un nouveau marché pour les cartes carburant et également pour attribuer le marché à une nouvelle société de leasing. Et donc là, on avait reçu les offres juste avant le confinement. Il était prévu que chaque société de leasing nous présente leur plateforme de gestion de la flotte et leur module de commande de voitures. Et ça a été fait tout simplement par webinaire et par vidéoconférence, et ça s'est extrêmement bien passé pour pouvoir évaluer, je veux dire, la qualité justement de l'outil qu'ils nous proposaient. Alors pour les véhicules partagés, par contre, ça a été une autre paire de manches, puisque comme vous pouvez vous en douter, nos véhicules destinés à l'info n'arrêtent pas de tourner pour l'instant. Et on a dû revoir complètement le système de réservation, puisqu'il faut chaque fois désinfecter les voitures. De plus, le produit pour désinfecter l'intérieur des voitures n'est pas le même que le produit pour désinfecter le matériel, c'est-à-dire les caméras. Donc, on a dû mettre en place tout un système où c'était la même équipe avec le même matériel qui prenait la même voiture pendant 3 jours. Et on a augmenté la communication et la collaboration avec les équipes du planning de l'info pour être certain dès qu'un véhicule rentrait, de pouvoir le désinfecter et le remettre à disposition. Donc ça a été vraiment toute une nouvelle organisation qu'on a dû faire et qui était assez complexe au début. L'avantage qu'on a, c'est que malgré un roulement extrêmement important des véhicules, comme par contre nos véhicules partagés du Charrois ne sont pas utilisés, eh bien on peut intégrer ces véhicules-là pour l'info et donc on a un stock plus important de véhicules, ce qui permet de ne pas devoir désinfecter 15 véhicules tous les jours. Et je veux dire, c'est la même situation sur nos sites régionaux où là, il y a un peu moins de roulement. Et donc là, en combinant l'info et les véhicules du Charrois, il n'y a pas besoin de faire de désinfection tous les jours. Par contre, à Riers, oui, on désinfecte des véhicules tous les jours, le matin et le soir, entre 3 et 5 véhicules par jour. Les véhicules de production, là, tout simplement, ils sont tous à l'arrêt. Donc ça, c'est assez simple. Alors, les vélos électriques, j'ai mis aucune utilisation. Et donc ça, c'était la semaine dernière, puisque Marc avait demandé qu'on envoie la présentation dès la semaine dernière. Et alors là, depuis 2-3 jours maintenant, il y a une demande énorme pour l'utilisation de ces vélos électriques, tout simplement parce que les personnes qui utilisaient les transports en commun se rendent compte que les mesures de distanciation sociale sont plus théoriques qu'appliquées. Et donc sont très réticentes à utiliser les transports en commun, et donc on fait la demande de pouvoir utiliser les vélos électriques. Donc là maintenant on est occupé à mettre en place une procédure pour désinfecter les vélos, les casques qui sont utilisés et les chasubles, les sacoches, et on va probablement aussi prendre un leasing court terme de vélos électriques en plus, parce que là on a une demande de plus en plus importante. Alors pour le travail à distance, voilà, comme je pense que c'est notre administrateur qui l'a mis dans la presse, on a mis près de 1400 personnes en travail à distance, donc élargi jusqu'à 5 jours par semaine. Mais bon, voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a 1400 personnes qui sont 5 jours par semaine en travail à distance, mais les équipes travaillent vraiment en shift. Donc nous, par exemple, au niveau du Charrois, il y a chaque fois une personne de l'équipe qui va 1 jour par semaine sur site pour assurer la permanence du Charrois, et également on a combiné ça avec la réception du courrier et des colis. Mais donc en tout cas il y a la possibilité pour certains secteurs d'élargir et certainement pas de se limiter à 1 ou 2 jours. Donc il y a eu un travail faramineux fait par notre service technologique, tous les outils à disposition pour notre direction financière pour pouvoir travailler de la maison. Et ça fonctionne vraiment de mieux en mieux avec une adaptation qui a été réellement assez épatante. Donc, il y a des sujets JT qui sont faits à la maison, il y a des voix qui sont enregistrées à la maison. Enfin, voilà, donc ça a été très, 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 très vite. Tout était vraiment en gestation, en préparation. Et donc là, tout a été déployé.
et ça fonctionne assez bien grâce aux nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui. Alors, pour les parkings, donc ça, c'est évidemment la situation inverse. Donc, il est évident qu'on n'a plus de problème de saturation. Et donc, on a arrêté le système de réservation puisque, pas besoin de système de gestion quand on n'a pas de pénurie de parking, ce qui est un peu dommage puisque dans toute le phasage de l'implémentation du nouveau système, eh bien, on passait de aucune gestion à supprimer les places nominatives, faire une gestion en réservant, et puis alors on voulait, lier la réservation à l'accès, et puis alors ensuite mettre un certain nombre de crédits. Les gens qui viennent en vélo, ils ont accès seulement à 10 jours par mois à un parking, etc. Donc là, maintenant, malheureusement, on revient à un système où il n'y a plus aucune gestion de parking. Donc, ça va être un peu plus difficile à mettre en place maintenant le nouveau système qui sera encore plus restrictif. Donc, on travaille sur le plan de communication pour ce nouveau système. Alors, après le confinement, mais écoutez, pour les véhicules ATN, comme je vous dis, nous, on travaille avec les matrices. On a très, très peu de mouvements en 2020, donc on va probablement avoir un autre point dans la matrice lors du renouvellement des véhicules en 2021 et 2022, où on ne changera pas le terme, mais on aura probablement moins de kilomètres parcourus. Par contre, comme tout le monde, il y aura, tout le monde qui va se ruer pour faire la pose des pneus été. Juste à titre anecdotique, nous, comme nous étions un service essentiel, nous avons pu déjà monter les pneus été sur nos véhicules charrois uniquement. Donc ça, c'est une bonne chose qui a pu être faite. Et alors ensuite, pour l'instant, comme pour tout le monde, il n'y a plus de restitution des véhicules ni de livraison. Donc là, il y aura certainement un petit rush dès que les différentes phases de déconfinement vont être mises en place, puisqu'il y aura aussi toute l'évaluation des dégâts de fin de contrat, etc. Et puis la reprise des livraisons, récupération des véhicules d'attente. Donc ça, on s'attend certainement à un rush dès que toute cette activité-là va reprendre. Au niveau des véhicules partagés, les véhicules info, ils vont continuer à être utilisés comme maintenant, et les véhicules du charroi rentreront dans ce mécanisme de désinfection certainement au début. Et alors, donc là aussi, on va tendre vers la dématérialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une voiture peut se démarrer à distance avec un badge, avec une appli, mais plus spécialement avec une clé. Et il y a beaucoup d'outils aujourd'hui. Donc, l'outil qu'on a est plus analogique. Donc, on réserve, on reçoit un code, on va chercher la clé. Mais maintenant, les outils digitaux permettent de savoir combien de kilomètres on fait avec chaque voiture, etc. Et donc, on pourra mieux analyser le taux d'utilisation de nos voitures et mieux choisir le type de motorisation en fonction des renouvellements. Et alors, revoir le système de carrowage, ça c'est à nouveau, dû à la désinfection. On va voir un peu comment est-ce qu'on va organiser tout ça. Merci Frédéric. Je vais devoir te couper Frédéric parce que on a vraiment le timing qui est très limité. Je vais juste te donner l'occasion de répondre à une question. Est-ce que tu penses que cette crise Covid-19 va accélérer la stratégie d'électrification et également la multimobilité au sein de la RTBF? Mais la stratégie d'électrification, je pense qu'il y aura peu d'influence dans le sens où on était déjà dans une phase de plus d'électrification. Maintenant, ce sera plus facile à convaincre les gens parce qu'on est dans une période de changement et donc ils sont, peut-être plus enclins à accepter le changement. Par contre, au niveau de la multimodalité ou de la multimobilité, oui, très certainement, puisque, comme je l'ai dit, maintenant, on entend de plus en plus de personnes qui hésitent à prendre les transports en commun. Donc, prendre des abonnements annuels pour des transports en commun, je ne sais plus si ça va encore être vraiment la meilleure solution. Donc là, on va probablement changer, aller plus vite vers plutôt des forfaits mobilité qui seront utilisés pour les véhicules partagés, les vélos partagés, même si là aussi, public, quand je parle de vélos partagés, ce sont les vélos partagés publics. Mais là aussi, il faudra qu'ils soient désinfectés. Donc, je pense que nous, de plus en plus, on va aller vers construire un charroi partagé, que ce soit des trottinettes, vélos, scooters, véhicules, avec tout un mécanisme de désinfection qui seront beaucoup plus utilisés qu'avant. Donc ça va certainement influencer la multimodalité et la multimobilité. Ok, très bien Frédéric. Bon, je rappelle, il y a peut-être des questions qui ne seront pas répondues par faute de temps. Par contre, ces questions seront envoyées aux différents interlocuteurs après le webinaire et ils auront l'occasion de vous répondre directement par écrit. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet-là. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation super intéressante. Et alors, je vais sans trop tarder donner la parole à Stéphane Wilmar, qui lui va nous donner un éclairage plus juridique sur ce qui est en train de se passer au niveau des flottes automobiles.
Voilà Stéphane, je te laisse prendre le micro et allumer ta caméra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous, ou rebonjour. On va lancer ce PowerPoint. Il prend du temps. Il est un peu amorti. Voilà. Voilà. Tout le monde voit ceci? Bon. Alors voilà, je vais vous parler successivement et je vais essayer d'être bref et tout en étant assez complet. Tout d'abord, des mesures principales mises en œuvre et de leur impact sur le sujet qui nous concerne. Ensuite, des impacts particuliers, mais il y en a deux peut-être sur lesquels je passerai très rapidement. Ensuite, l'exécution des contrats et l'implication de la force majeure et de l'abus de droit. C'est le corps même, en fait, le centre de la problématique. L'application particulière de cette notion de force majeure sur les contrats de leasing. Et enfin, si j'ai encore le temps, l'importance recouverte par les clauses contractuelles particulières en matière de force majeure. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une situation tout à fait exceptionnelle et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et il n'y a donc pas de réponse certaine sur le plan juridique, loin de là. La situation est exceptionnelle, elle est inédite, elle n'est jamais survenue, c'est une première si je puis dire. Nous avons le monde entier qui est pratiquement partout à l'arrêt, avec des implications extrêmement importantes partout, plusieurs milliards de personnes confinées chez eux et qui sont complètement à l'arrêt. Nous n'avons pas d'antécédent de cela, a fortiori, il n'y a pas d'antécédent judiciaire. Nous sommes donc forcés de raisonner aujourd'hui avec les outils que nous avons en notre possession et qui sont sur le plan juridique deux outils qui s'opposent un peu. C'est la notion de force majeure d'un côté et de l'autre côté l'abus de droit. Je vais m'expliquer là-dessus tout de suite. Seul l'avenir, par conséquent, pourra nous éclairer sur l'évolution des choses et surtout sur les conclusions que les juridictions nous donneront, parce que des problématiques judiciaires, il y en aura certainement. Il y a des problématiques juridiques aujourd'hui qui déboucheront plus que probablement sur des conflits et donc sur des solutions judiciaires. Nul ne sait aujourd'hui dire ce qu'il en sera demain, et c'est à la lumière. Nous savons que l'épidémie a induit la prise de mesures successivement les 23 mars, 3 avril et 17 avril par le gouvernement. Ces mesures tiennent essentiellement, et je ne vais pas les rappeler évidemment, vous les connaissez tous, à la fermeture d'une bonne série d'entreprises considérées comme non essentielles dans l'activité économique du pays. Ces fermetures impliquent plusieurs conséquences, dont j'en retiens 3 ici pour notre exposé, qui sont des conséquences majeures. La première, c'est une accentuation très significative du télétravail, du travail à distance, pour toutes les entreprises pour lesquelles ce type de mutation, d'évolution dans l'exercice du travail est possible, ce qui n'est évidemment pas le cas de toutes les entreprises, principalement en tout cas dans le secteur des services. Nous pouvons nous organiser assez facilement pour passer vers cela. La seconde conséquence, elle s'applique en ce qui concerne la mobilité. Elle est induite évidemment par le premier constat. La mobilité s'en trouve fortement impactée, d'abord sur les trajets du domicile ou de l'endroit où on habite vers le travail et aussi les trajets de retour du travail vers le domicile. Premier impact sur la mobilité. Second impact sur la mobilité, le fait que bon nombre d'entreprises ont du personnel qui circule pour toute une série d'activités, notamment dans le secteur automobile, les zones managers circulent avec des véhicules. Tous ces véhicules sont également aussi à l'arrêt, puisqu'on ne circule plus pour les besoins de l'entreprise, pour des activités qui, comme celle-là, ne sont pas considérées comme essentielles au sens des mesures gouvernementales qui ont été prises. Troisième impact majeur, il est financier, évidemment. C'est la conséquence que ces mesures a sur
une partie significative de l'activité économique et par conséquent, toute une série d'entreprises qui se trouvent confrontées avec une absence de revenus à une obligation de continuer à faire face à des charges qui sont des charges fixes dont elles ne peuvent se défaire. Ces difficultés entraînent des difficultés de trésorerie, par ricochet et par conséquence des difficultés de trésorerie qui peuvent déboucher sur des états de cessation de paiement et par conséquent des faillites. Et il y a déjà une série de faillites retentissantes dans certains secteurs qui sont la conséquence directe de cette situation. Je passerai rapidement sur deux petites conséquences qu'on a entendues au niveau des interventions précédentes. L'une ce matin où, dans la partie néerlandophone de l'intervention, on a parlé chez Sweco d'une difficulté en fin de contrat de rendre les véhicules et par conséquent d'une obligation qui continuerait à peser sur les locataires, les entreprises de payer les loyers. Il n'en est rien. L'interdiction, l'impossibilité devant laquelle on se trouve de restituer le véhicule n'implique pas que les loyers doivent continuer à être payés. Une seconde conséquence que j'ai pu voir sur l'intervention qui vient de me précéder dans le PowerPoint de la RTBF, les conséquences en matière de véhicules partagés. Il est évident qu'avec cette épidémie que nous connaissons aujourd'hui, il y a des implications en matière d'obligation d'entretien de ces véhicules, de nettoyage, de désinfection qui pèsent sur l'employeur qui met le véhicule partagé à disposition de son personnel. Alors, j'arrive au cœur de l'intervention, c'est la force majeure. Nous sommes dans le droit des contrats. Nous savons que dans le droit des contrats, il y a des obligations réciproques de part et d'autre, de fournir une prestation et de la payer. Et par conséquent, la liberté contractuelle, sauf certaines limites que sont l'ordre public, est entière. Ce sont les contrats qui définissent les conditions dans lesquelles ces contrats vont s'exécuter. Il y a dans le droit des obligations une notion fondamentale qui est la force majeure. La force majeure, si elle répond à une définition claire, elle n'en a pas moins des contours extrêmement imprécis qui sont variables en fonction des situations dans lesquelles on essaye d'invoquer la force majeure et des entreprises qui les invoquent. On a une série de métiers différents. La force majeure peut impacter certaines entreprises, mais pas d'autres. Et par conséquent, c'est chaque fois une analyse à faire au cas par cas. C'est un cas d'espèce. Il n'y a pas de force majeure générale pour toutes les obligations contractuelles. La définition est assez simple. C'est un événement qui est imprévisible au moment où on signe le contrat. Donc, quand on signe le contrat, cet événement doit être imprévisible dans le chef des deux parties qui le signent. Cet événement qui survient en cours d'exécution, en cours de vie du contrat, doit être indépendant de la volonté du débiteur de l'obligation qui va invoquer la force majeure. Par conséquent, c'est la survenance de quelque chose de tout à fait extérieur sur lequel il ne pèse pas au niveau de ses conséquences et au niveau de ses causes. Et enfin, la force majeure est un événement qui est indépendant de la volonté du débiteur de l'obligation qui provoque dans son chef une impossibilité insurmontable d'exécuter ses obligations ou l'une de ses obligations telles qu'elles dérivent du contrat. Cette impossibilité est temporaire ou elle est définitive. Selon qu'elle est temporaire ou définitive, elle a des conséquences différentes. L'impossibilité temporaire entraîne une suspension des obligations dérivant du contrat. L'impossibilité définitive entraîne la résolution du contrat, c'est-à-dire qu'il est mis à néant, il n'existe plus. Quels exemples classiques tire-t-on, et on en voit du reste dans bon nombre de contrats, non seulement de location, de leasing, mais de bail et de vente. Les cas classiques de force majeure qu'on trouve, ce sont les faits de guerre, les émeutes, des événements climatiques qui sont inusités dans certains pays et qui peuvent être considérés comme des événements de force majeure. On peut citer par exemple l'exemple d'un bailleur qui met une maison en location, le locataire doit payer ses loyers, le bailleur doit prester l'obligation de mettre l'immeuble en jouissance du locataire. Hypothèse, tremblement de terre, la maison est complètement détruite. L'objet du bail, qui est la maison, a disparu et par conséquent, c'est un cas de force majeure, mais qui entraîne la disparition, la dissolution immédiate du contrat, puisque le bailleur ne peut plus prester la jouissance, le locataire n'a plus de loyer à payer.
En revanche, un autre événement climatique, une tempête, peut entraîner simplement le fait que le toit s'envole. L'immeuble est toujours occupable, mais sans toit, c'est évidemment impossible. La force majeure aura ici, la tempête, pour effet de suspendre provisoirement les obligations des deux, le temps que le bailleur remette un toit sur l'immeuble et que le locataire puisse le réintégrer et continuer à payer ses loyers. Dans quelle mesure le Covid, l'épidémie que nous connaissons, a-t-elle ou non un caractère de force majeure? Le Covid, cette épidémie en elle-même n'est pas un événement de force majeure, bien sûr, mais les conséquences qu'elle entraîne en cascade peuvent être considérées comme des événements de force majeure et seulement dans certains cas. Donc, l'épidémie que nous connaissons a entraîné des mesures gouvernementales qui ont entraîné la fermeture partielle ou totale de certaines entreprises, et donc la cessation partielle ou totale de leurs activités, l'interruption partielle ou totale de leur rentrée financière, et qui peut conduire, dans certains cas, au fait que l'on se retrouve avec une caisse vide et donc une impossibilité de faire face à ses obligations financières fixes, le paiement d'un loyer, le paiement des obligations en matière de leasing ou de location de voiture pour des flottes automobiles. C'est donc l'impossibilité devant laquelle la situation constitutive de force majeure peut mettre le débiteur de l'obligation dans l'impossibilité de payer, de faire face à ses obligations financières. Attention, il n'y a pas force majeure si les caisses ne sont pas vides. Par conséquent, nonobstant le fait que les flottes ne circulent pas, il faut payer les loyers. Aussi longtemps donc que, hypothèse, on a une entreprise qui est parfaitement saine et qui peut faire face et courber le dos pendant plusieurs mois à une situation telle que celle-là, elle devra continuer à faire face à ses obligations fixes de paiement de son loyer pour l'immeuble qu'elle occupe, de paiement des loyers des flottes et de leasing qu'elle utilise ou qu'elle n'utilise pas et qui sont à l'arrêt. Ces loyers-là, ces charges fixes devront continuer à être payées. Il y a un tempérament à cela, c'est l'abus de droit. On peut évidemment envisager tout ce qui est possible de négocier, de renégocier face à ce type de circonstances, et c'est ce que nous recommandons systématiquement à nos clients. Tout est renégociable, mais il faut évidemment la bonne volonté des deux parties pour pouvoir renégocier les conditions d'un contrat de manière provisoire ou définitive. Il y a à ce moment-là la notion de l'abus de droit qui intervient. Celui qui a un droit qui est celui d'exiger que le contrat continue à être exécuté, c'est-à-dire le donneur celui qui met en location ou celui qui donne la flotte en leasing, il a le droit d'exiger que les loyers continuent à être payés, nonobstant le fait que les véhicules sont à l'arrêt, mais n'abuse-t-il pas de ce droit dans une certaine mesure lorsque on lui propose des tempéraments à ce contrat? Il y a là une notion d'abus de droit qu'on peut utiliser pour essayer de contrecarrer l'exigence à laquelle on se trouverait confronté de la part d'un bailleur d'exiger le paiement pur et dur des loyers. Appliquons ça au contrat de leasing et je terminerai par là. Je viens de le dire, les coûts fixes, il faut continuer à les payer. On peut parfaitement imaginer un tempérament qui serait négociable vis-à-vis des loueurs, qui serait de renégocier, d'essayer de renégocier, d'amener à la table une renégociation d'une partie de ce qui est fixe dans le loyer, ce sont les divisions d'assurance. On peut imaginer les taxes, une assurance d'un véhicule qui ne circule plus, on peut imaginer la suspendre. Ce sont aussi les activités accessoires d'assistance et autres que l'on trouve dans certains contrats. On pourrait imaginer, si ce n'est pas théorique, de renégocier certains aspects de ces loyers de manière telle qu'on le saucissonne et on arrive à renégocier, à payer moins que le loyer pur et dur. Il n'y a pas de force majeure si la caisse est vide. Il y a donc cette obligation qui continue à devoir faire face à ses loyers parce que le contrat est là et il doit être exécuté, mais il y a une marge de négociation. Et c'est ça que l'on recommande et c'est la seule possibilité, c'est de renégocier, d'essayer de renégocier le contrat pour pouvoir amener une certaine souplesse pendant la période de confinement jusqu'à son terme, terme à l'issue duquel évidemment les obligations renaissent entièrement de part et d'autre. Je terminerai sur ce slide-ci qui envisage la clause d'imprévision et les dispositions contractuelles particulières sur la force majeure. Ce que je vous ai dit
est valable dans l'hypothèse du silence du contrat. Mais la première chose qu'on doit faire, c'est aller voir ce qu'il y a dans le contrat. Il y a toujours des clauses en matière de force majeure et il peut y avoir dans certains contrats des dispositions en matière de force majeure qui augmentent, étendent le champ d'action de la force majeure ou le restreignent ou même le suppriment. On peut très bien trouver des contrats où la force majeure est tout à fait inexistante et on pourrait à ce moment-là imaginer de défendre une théorie qui serait celle selon laquelle abuserait de son droit la partie qui se voit opposer une force majeure et qui, de manière pure et dure, tâche d'exiger l'application pure et dure du contrat. On pourrait parfaitement imaginer qu'un juge serait sensible à une théorie qui viendrait dire oui, mais cette exigence cause ma ruine, je me retrouve à la rue, moi entreprise, et par conséquent, il faudrait trouver un tempérament. On peut trouver des magistrats, on pourra trouver des juridictions qui considéreront que cette attitude-là est abusive et par conséquent, elle serait sanctionnée. Il y a aussi, et je termine par là, des clauses dans certains contrats qui prévoient l'imprévision. Et c'est une manière assez souple de revoir les choses. Il est possible, lorsque ces clauses existent, de prévoir une obligation, lorsque des circonstances imprévues au moment de la signature du contrat surviennent, de renégocier le contrat de part et d'autre de bonne foi. Et celui qui refuserait de se prêter à cette obligation qui se trouverait dans le contrat se mettrait en tort par rapport au contrat et par conséquent, on pourrait imaginer que ce comportement soit sanctionné. Voilà, je terminerai par là. Il n'y a hélas aucune réponse sûre et certaine, le droit n'étant déjà pas une matière mathématique qui répond à des lois mathématiques 1 + 1 = 2. Je ne vais pas dire que tout est possible, mais beaucoup de choses sont possibles avec des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Ici, il y a une certitude, c'est que les règles que nous avons, nous devrons les adapter avec souplesse et essayer de persuader d'un point de vue ou de l'autre en fonction du caractère tout à fait exceptionnel de la situation que nous vivons et, je le répète, qui n'a jamais été vécu jusqu'ici par aucune personne et aucune juridiction a fortiori. Je vous remercie. Merci Stéphane. Alors, je n'ai vu aucune question arriver, donc j'imagine que la présentation a été hyper claire et je le pense très sincèrement. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va sans hésiter et sans attendre donner la parole à Daniel De Brouwer, Eurofleet Consult, qui lui va donner un éclairage spécifique sur les aspects liés au TCO, au Total Cost of Ownership, donc les coûts d'utilisation de la flotte. Voilà Daniel, je te cède le micro. Je pense que Stéphane a arrêté le partage de son écran, donc c'est très bien, ça fonctionne. Merci. Parfait. Donc, tout fonctionne là, vous m'entendez bien? C'est parfait, Daniel. C'est bon, impeccable. Donc, quant à moi, je vais vous parler des impacts budgétaires sur les contrats de leasing et sur le TCO dans cette crise du coronavirus. Et pour ce faire, ce que je vous propose, c'est de couvrir un certain nombre de points que je vais vous présenter. Donc, je vous suggère de démarrer par un petit sondage. Ça va vous prendre quelques instants de répondre à ces questions. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais d'autre part, je crois que ça peut être intéressant de jeter un petit coup d'œil sur ce que vous vivez, mais aussi surtout ce que vos collègues vivent et un petit peu voir quelques tendances on peut dégager. Donc, normalement, si vous allez sur sondage, vous pouvez tous accéder aux questions. Il suffit de cliquer sur la réponse qui est la plus adéquate. Par exemple, la première, c'est prévision moyenne du kilométrage parcouru en 2020. Est-ce que vous, première possibilité, est-ce que vous voulez diminuer, vous pensez que ça va diminuer de 0 à 10%? Est-ce que ce sera de 11 à 25? Vous cliquez ce qui vous convient, vous soumettez le vote et il y a ainsi 4 questions. Alors, je vous suggère de le faire. Je vous laisse quelques instants. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Moi, je n'ai pas de retour pour l'instant. Rien qui apparaît. Donc, une question sur le kilométrage, une question pour voir les tendances en termes des impacts sur les commandes, et une sur la prolongation de contrat et une sur vos attentes. Voilà, Daniel, je pense que les participants sont en train de voter, donc je laisserai encore 30 secondes.
Bien sûr. Voilà, Daniel, je pense que tu peux cliquer sur le bouton sondage et tu auras tous les résultats en pourcentage. Ouais. Chez moi, ça n'apparaît pas pour l'instant. Donc là, si tous les participants le voient, c'est déjà pas mal. Ah oui, mais peut-être, attendez. Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est la première fois. Parfait. Voilà. Oui, donc examinons rapidement ensemble si vous voulez. Donc on voit qu'il y a quand même une forte diminution du nombre de kilométrages parcourus en 2020, puisque vous êtes à 39 à voter, et que donc on a 50% qui sont entre 11 et 25%, et pour certains, ça va même flirter les 50%, voire les dépasser. Premier élément important. Deuxième élément important, regardons le résultat de vos votes concernant la prolongation de contrat. Prolongation de contrat, je dirais que quel est le pourcentage entendu des prolongations de contrat entre 11 et 25, 50%. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, je dirais, dans le goût du jour, hein, et on va en reparler tout à l'heure. Autre élément, le volume des commandes. Ah, est-ce qu'on va diminuer? Bah oui, on va diminuer, certainement si on prolonge les contrats. Donc, pour certains, je dirais qu'on voit que pour 29% d'entre vous, il y a une diminution de 10 à 20% des commandes, mais l'impact n'est pas si énorme que ça, et pour 46% d'entre vous, ça va rester stable. Ce qui fera probablement plaisir, certainement, du côté des constructeurs automobiles. Au niveau de vos attentes, qu'est-ce que je constate? Le point numéro 1, c'est attendre des conseils pour voir comment faire. Donc là, vis-à-vis de vos fournisseurs, les conseils, ce sera quelque chose qui va être important. Évidemment, les efforts commerciaux seront appréciés, mais vous attendez, je vois aussi, pas mal d'innovations et de solutions de mobilité, puisque vous avez été pas mal à voter sur ce point. Et ma dernière question, je vois qu'au niveau de l'impact attendu, nous avons sur votre flotte, pour certains c'est limité, mais c'est quand même aussi relativement impactant pour aussi près de la moitié d'entre vous. Impeccable. Donc, merci en tout cas d'avoir voté. Intéressant tout ça. Et donc, je vais maintenant regarder avec vous les thèmes suivants. Les thèmes suivants, c'est d'abord regarder quelles étaient les évolutions que l'on vivait déjà en 2020 avant la crise. Et puis, ce que nous regardons surtout, c'est il y avait déjà ce qui était en cours, mais il y a d'autre part les impacts sur la gestion pendant la crise, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors, avant la crise, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que la maîtrise du budget, pour vous tous, j'en suis sûr, est quelque chose d'important, mais néanmoins, vous avez des réalités et des attentes différentes. Pour certains, le budget, c'est avant tout un prix d'achat, un prix catalogue, un prix net, mais aujourd'hui, pour beaucoup, le budget, il est basé sur une forme du coût à l'usage qu'on appelle généralement TCO. Alors, le TCO, c'est quoi? Quelques instants, je décris cela pour bien se comprendre, mais le TCO, il le constitue à partir évidemment du prix catalogue d'un nouveau véhicule, moins la remise qui donne un prix net. Et puis, évidemment, élément très important, c'est la valeur résiduelle, sachant que l'écart entre, d'une part, le prix net et la valeur résiduelle, c'est la perte de valeur du véhicule qu'il va falloir couvrir dans quoi? Généralement, un contrat de location. Contrat de location qui va, je dirais, au niveau du loyer financier, va aussi devoir évidemment comprendre des charges financières. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi tous les coûts liés à l'usage. Nous avons les coûts, d'une part, les coûts fixes, tels l'assurance, tels les taxes de circulation, donc que l'on roule ou pas, ces coûts seront encourus. D'autre part, nous avons les coûts variables. Les coûts variables, ce sont des coûts liés aux distances parcourues. Comme nous avons vu à travers le sondage que pour pas mal d'entre vous, le kilométrage parcouru va diminuer, clairement, nous allons une diminution des coûts variables et donc une diminution du TCO. Mais le TCO ne s'arrête pas là. Donc, ne s'arrête pas uniquement au niveau du loyer financier. Le TCO, on prend en compte aussi dans un calcul de TCO la consommation. Pour certains d'entre vous, c'est une consommation
normalisé tel qu'indiqué, je dirais, suite à des tests d'homologation. Pour d'autres, on va l'ajuster en fonction de l'usage des conducteurs pour essayer de coller le plus possible à la réalité. Et puis, je ne dois pas oublier un élément très important, bien sûr, qui sont toutes les taxes. Les taxes, ce sont des taxes, ça peut être de la TVA non récupérable. C'est souvent, beaucoup d'entre vous prennent la cotisation CO2, aussi cotisation, charge sociale. Et puis, nous avons aussi l'impôt des sociétés sur les frais rejetés fiscalement, qu'on appelle encore DNA. Donc, quand on prend l'ensemble de ces éléments, on constitue un TCO. Qu'est-ce que ça donne en pratique? Si on prend un exemple d'un véhicule de société utilisé par un salarié en 2020, on voit que qu'est-ce que fait un TCO? Ça fait un certain nombre d'éléments. D'une part, on a le loyer. Dans ce cas-ci, vous voyez 614 €. À ça, on va rajouter la consommation normalisée et puis la cotisation CO2, 48 €, qui fait que vous avez un TCO, ce qu'on appelle en langage technique TCO1 N normalisé, donc à 816 €. Et puis, si on tient compte aussi de l'impôt des sociétés sur les frais rejetés fiscalement et qui comporte 3 volets, d'une part le volet sur la voiture, d'autre part le volet sur le carburant, mais aussi sur l'ATN, quand on rajoute tout ça, on voit qu'on est à 902 €. Je vous fais remarquer que ce TCO2, c'est la composition du TCO tel que défini d'ailleurs dans le budget mobilité. Donc, on s'est tenu strictement à cela. Et puis, en fait, certains vont encore plus loin puisqu'ils tiennent compte de la consommation ajustée. Tous ces calculs sont faits pour un véhicule qui a un prix au départ catalogue de 30 000 €, 115 grammes de CO2 en homologation NEDC 2.0, avec un prix du diesel à 1,20 €, 30 000 km par an. Donc, on a pris en fait un véhicule qui est un véhicule lambda aujourd'hui en termes de véhicule de société. Alors, ce qui est important pour bien se comprendre, c'est que quand on va regarder maintenant qu'est-ce qu'on doit faire, soit commander de nouveaux véhicules, soit d'autre part, je dirais, prolonger son contrat, on doit tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Et pour ce faire, ce que j'ai pris un remplacement d'un véhicule immatriculé en 2016 qui arrive en fin de contrat. Alors, pour faire ces calculs, je vois que qu'est-ce que j'ai pris comme référence? J'ai fait l'hypothèse, puisqu'on était ici avant la crise, que les loyers financiers étaient relativement stables. Ils augmentaient légèrement suite à une augmentation de prix mécanique, je dirais, du prix des véhicules de 5%, ce qui est relativement raisonnable aujourd'hui vu ce qu'on observe sur le marché. On voit que le diesel était un prix inchangé. Je vous ai montré dans le slide précédent qu'on était à 1,40 €. Ça paraît déjà assez lointain, mais en fait, on était à 1,40 € encore il y a un mois et demi. Et puis, on a aussi d'autre part le grammage qui est important au niveau fiscal, puisqu'il impacte différents éléments, notamment la cotisation CO2 et les frais rejetés fiscalement. Je vous rappelle aussi que depuis cette année-ci, nous avons, suite aux lois, une modification de la déductibilité fiscale. Dans ce cas-ci, le véhicule aurait on voit bien qu'un véhicule qui était en 2016 déductible à 90%, aujourd'hui, il est déductible à 62,5%. Donc, impact réel. Par contre, bonne nouvelle, au niveau du taux d'impôt des sociétés, suite à la réforme des taux d'impôt, on voit qu'on est passé de 29,58 à 25%. Tout ceci fait quoi? Que naturellement, juste avant la crise, vous pouvez avoir plusieurs types de budgets. Certains s'arrêtent au loyer LLT, loyer de location long terme, le leasing opérationnel. D'autres vont aller au TCO1 avec une consommation normalisée théorique ou une consommation ajustée. Et puis, certains vont aller plus loin. Nous, ce n'est pas notre propos dit qui a raison ou à tort, mais je dirais, on va voir que les impacts sont différents. Les impacts, c'est quoi? C'est d'une part le parti prix, l'impact du prix sur le loyer. Deuxième impact, c'est le prix du carburant. Troisième impact, la partie aussi la cotisation CO2. Dernier impact, le fait qu'on a un surcoût. On a un surcoût suite au fait que les dépenses non admises, les frais rejetés fiscalement augmentent et que ça impacte l'impôt de société. Conclusion, avant le Covid, on avait déjà une augmentation naturelle des budgets qui, comme on le voit ici, oscillent entre
dès qu'on parle TCO, entre 29 € et d'autre part 79 €. Donc, on peut dire qu'on avait une augmentation naturelle sur les budgets, selon là quel est votre critère au niveau de votre propre entreprise, entre 3 à 9%. Alors, que se passe-t-il maintenant, de toute façon, cette augmentation, elle était là, mais quel est l'impact du Covid-19 ? Le premier impact qu'on peut observer, c'est qu'on a quand même, du fait qu'il y a tellement de personnes qui sont confinées, ils roulent évidemment pas leur véhicule ou beaucoup moins. Et donc là, j'ai fait une hypothèse pour essayer de fixer les choses qui ne m'a pas l'air qui a l'air relativement acceptable par rapport aux résultats de votre sondage. J'ai fait l'hypothèse qu'on garde le même véhicule que le précédent, mais que le kilométrage passe de 30 000 à 20 000 kilomètres par an. Quel effet on va avoir ? On va avoir un effet sur le loyer, puisque si le véhicule allait rentrer, je dirais donc naturellement, on aura du kilométrage en moins qui sera remboursé. Là, le montant, j'ai mis 20 €, c'est variable de loueur à loueur, soyez attentifs à ça. Les situations peuvent être évidemment différentes selon les véhicules, mais on a forcément une diminution naturelle du budget. On a aussi un élément extrêmement important, c'est que les prix de carburant descendent pour l'instant de 15 à 20% et vos quantités diminuent de 1/3. Donc, quand on multiplie ces deux éléments-là, votre budget carburant, il diminue naturellement puisque les gens roulent moins leur véhicule. On a calcul de 43%, impact toujours pour un véhicule qui fait 30 000 par an, 80 € par mois. Et dernier point, du fait qu'on roule moins, il y a moins de dépenses admises sur le carburant, encore un gain. Conclusion, naturellement, sans prolonger le contrat, en ne faisant rien, vous avez une diminution de votre coût à l'usage, du TCO, de 109 € par mois pour un véhicule, je dirais, qui est un véhicule dit standard par rapport à l'usage des véhicules de société. Évidemment, ceci est un exemple. Si vous avez des véhicules haut de gamme avec plus de kilométrage, évidemment, les chiffres vont varier, mais ça permet de bien se rendre compte que quoi qu'il arrive, on aura une diminution du budget. Maintenant, examinons, si vous voulez bien, ce qui peut se passer. C'est qu'on voit, donc, avant la crise, on avait une augmentation de 42 € grâce à cette diminution des coûts variables. Vous voyez que naturellement, votre budget diminue, il passe de finalement 858 € à 751. Donc, on a une diminution d'environ 11-12% sur votre budget sur base mensuelle. Et maintenant, regardons, si vous voulez aussi, qu'est-ce qui va se passer si on va prolonger les contrats. Alors là, il faut regarder clairement au cas par cas. Première chose, si j'ai un loyer, est-ce que j'ai beaucoup moins roulé? S'il y a un recalcul au niveau du loueur, est-ce que ce sera un loyer inchangé ou inférieur? Ça, vous devrez le discuter avec votre loueur pour voir au cas par cas quel va être l'impact. Ce qu'on va comparer chaque fois, c'est la prolongation par rapport au renouvellement. Clairement, en prolongation, on va retrouver les mêmes impacts au niveau de la conso et des taxes. Au niveau du renouvellement, qu'est-ce qui va se passer? Tout va dépendre évidemment du véhicule que vous choisissez et les impacts au niveau du grammage. Naturellement, si on modifie par un véhicule similaire, on peut s'attendre quand même à une augmentation de prix, je l'ai déjà signalé, avec un impact sur le loyer, ici dans ce cas-ci estimé à environ 20 €. Tout ceci évidemment avec les éléments dont on dispose aujourd'hui, puisque comment les loueurs vont réagir en termes de valeur résiduelle, ça peut être extrêmement variable vu les risques qu'ils subissent aujourd'hui sur la revente des véhicules. Donc là, on peut observer dans les prochaines semaines et mois à des grandes divergences suivant la stratégie de chacun. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que je dirais que c'est pas forcément évident qu'une prolongation soit la meilleure solution. C'est vraiment analysé au cas par cas. Soyez très attentifs au CO2 qui est particulièrement impactant au niveau de la déductibilité fiscale. Et j'en terminerai par une seconde comparaison. On ne va pas comparer deux véhicules, d'une part diesel et essence, prolongé ou renouvelé, mais là on prend un deuxième véhicule où on a pris le même véhicule, mais on le compare par rapport à un renouvellement d'un véhicule plug-in hybride rechargeable. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai la même colonne à gauche au niveau de la prolongation. Par contre, à droite, à quoi peut-on s'attendre? D'une part, une augmentation de loyer qui doit être calculée au cas par cas. Par contre, n'oubliez pas que vous aurez un gain significatif sûrement au niveau
au niveau des impôts à payer. Ici, on a fait une simulation raisonnable pour ce type de véhicule, et puisqu'en fait, ces véhicules-là, aujourd'hui, sont dans la plupart du cas quasiment déductibles à 100% par rapport, on venait de voir, à 62%. Donc, ça a des impacts. Donc, je pense très clairement que c'est vraiment analysé et qu'avec tout ce qui se passe, il y a probablement des nouvelles possibilités pour les véhicules électrifiés ou les véhicules rechargeables, pas simplement par principe, pas simplement parce que, je dirais, les gens vont utiliser autrement leur véhicule, mais aussi en termes purement budgétaires et financiers, où là, il y a des calculs à faire au cas par cas, avec certainement pas de conclusion hâtive, et analyser ça, il y a certainement du boulot là-dessus. Je vais m'arrêter ici, je pense, parce que le temps file. Très bien, Daniel. Merci beaucoup pour cette présentation quand même très, très intéressante et qui, on l'imagine, demande encore d'autres précisions. Et bon, tu l'as bien dit, hein, c'est du cas par cas. Bon, un fournisseur n'est pas l'autre, un véhicule n'est pas l'autre, et ça, on l'a bien compris. Alors, moi, je vais rapidement conclure parce que je pense qu'on n'a pas le temps de poser de questions. Ah, visiblement, le temps était allongé. Donc, on a quand même le temps, me dit-on ici, en régie, de poser une question. Donc, moi, j'avais comme question, Daniel, doit-on s'attendre à une hausse des coûts de la flotte en raison de la volatilité des marchés financiers, de l'instabilité des taux d'intérêt et de l'incertitude sur les valeurs résiduelles? Est-ce que tout ça va pousser à une augmentation des coûts de la flotte? Ben, je pense que c'est une question évidemment très difficile parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont venir prendre en compte. Première chose à quoi il faut s'attendre, c'est premier élément, les prix des véhicules vont probablement continuer à augmenter pour plein de raisons au niveau des constructeurs. Néanmoins, comment vont-ils réagir par rapport au stock, à l'offre et la demande? Peut-être qu'il y aura des conditions commerciales qui vont s'adapter au marché. C'est d'ailleurs très probable. Vont-ils donner plus de remises? Ce n'est pas sûr, mais il faudrait y être très attentif, premier élément. Ça, c'est au niveau des constructeurs. D'autre part, au niveau des loueurs, ben là aussi, ils ont aujourd'hui un risque valeur de revente, valeur des véhicules qui vont rentrer, qui est quand même très important. Et donc, il faut aussi voir comment ils vont s'adapter. Il y a une réelle possibilité que les loueurs, eux, ils vont légèrement augmenter leur taux d'intérêt au niveau des marges, et d'autre part, qu'ils baissent les valeurs résiduelles afin de essayer de pousser quand même les clients à prolonger pour des raisons qui peuvent aider le client, mais qui peuvent aussi bien leur convenir. Donc, j'aurais tendance à prévoir quand même une légère augmentation au total des loyers, mais avec, comme je l'ai dit, quand même de vraies possibilités au niveau des nouvelles technologies, où il y aura probablement des véhicules extrêmement intéressants, surtout si on prend en compte l'ensemble des coûts qu'on retrouve dans le TCO complet qu'on a appelé TCO2, donc qui tiennent aussi compte des frais rejetés fiscalement. Ok. Peut-être une deuxième question. On parle énormément de télétravail pour le moment et on a tendance à dire que le télétravail pourrait se généraliser une fois qu'on sera sorti de cette crise. Est-ce que tu penses, Daniel, que ça peut avoir un impact majeur sur le marché des voitures de société? Ben, je pense que le télétravail, il ne va faire qu'accentuer une chose, c'est que les gens vont moins rouler avec leur véhicule. S'ils roulent moins avec leur véhicule, clairement, ben, il y a plein de choses qui étaient évidentes qui ne sont plus. Exemple, la majorité des véhicules de société sont encore des véhicules diesel. Si la moyenne n'est plus 30 000 km par an, mais 20 000, si le type de déplacement se modifie, ben, il est clair que ça va avoir des impacts à la fois sur les coûts variables, je l'ai expliqué tout à l'heure en termes de TCO, mais ça va aussi avoir des impacts sur les choix de véhicules qui doivent être absolument revus en fonction des nouveaux usages. Dernier point, ce télétravail va certainement avoir probablement aussi mettre encore plus en évidence les nouvelles mobilités et probablement qu'une partie des personnes, ceci combiné au budget de mobilité aussi, vont de plus en plus s'intéresser à la multimodalité. Ok, super. Ben, merci Daniel pour cet éclairage très intéressant. Je vais te demander peut-être d'abandonner le partage de ton écran. Oui, je fais ça tout de suite. Hop, j'y arrive. Excuse-moi. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Je ne parviens plus à sortir de l'écran. Désolé.
Voilà, je pense que c'est en ordre. Très bien. Rapidement, je vais conclure en 2 minutes. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour votre présence à ce premier Fleet Management webinaire organisé par Link2Fleet. Alors, j'espère vraiment que vous l'avez trouvé enrichissant et que vous pourrez mettre certaines des idées et des directions qui vous ont été expliquées aujourd'hui, peut-être en pratique dans votre organisation. Alors évidemment, je vais remercier très chaleureusement les 3 experts pour leur brillante intervention. Je voulais également vous signaler que le webinaire a été enregistré complètement de A à Z et vous allez automatiquement le recevoir. Je pense même que c'est dans les heures qui suivent, pardon. Donc, vous avez eu l'occasion de revoir le webinaire. Les questions qui ont été posées et qui n'ont pas été répondues durant ce webinaire vont de toute façon arriver sur le bureau de nos 3 experts et ils prendront le temps de vous répondre par écrit si ça n'a pas encore été fait. Donc, ça, c'est une garantie que vous allez également pouvoir avoir. Donc, toutes les questions seront répondues. Alors, il me reste à vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire que nous avons planifié le jeudi 28 mai à la même heure, donc 11h30. Et à ce moment-là, on espère qu'on sera déjà en phase de déconfinement et qu'on pourra déjà parler des tendances qui se dégagent, mais surtout des opportunités. Donc, on veut absolument que ce second webinaire soit positif et que l'on puisse déjà dégager des tendances et des opportunités après cette sortie de crise. Ce webinaire sera en partie alimenté par une enquête que vous pouvez trouver sur le site de Link2Fleet actuellement. Donc, on va interpréter les résultats de cette enquête pour essayer de coller le mieux possible à vos attentes. Alors, il me reste vraiment à vous remercier tous pour votre présence. Je vous souhaite une magnifique journée et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. Au revoir, à la prochaine fois.